Votre programme avec Amkia. Ouverture, porte, portail, pergola et store. Votre spécialiste de la rénovation, Amkia. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce jeudi soir en direct pour un nouveau numéro de 85 chrono, 35 minutes et bien autour de l'actualité sportive avec tous vos rendez-vous du week-end et comme d'habitude notre équipe de chroniqueurs composée ce soir de Baptiste Brossard, expert football. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Alexandre. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé ces derniers jours dans l'actualité du ballon rond et puis on va revenir sur un aspect central, Benoît Pinault, lors de votre chronique. Bonsoir. Ouais, bonsoir, je vais essayer de ne pas vous endormir, mais on va parler de sommeil. Exactement, un sommeil et puis récupération, surtout, des aspects essentiels dans le sport. Et puis ce soir, nous allons dédier une large partie de l'émission à l'actualité handball avec nos invités de La Roche-Vendée Handball et de l'équipe première qui évolue en première division, enfin en Nationale 1, féminine. C'est un peu tôt, première division. Avec Ophélie Charbonneau, entraîneur de cette équipe. Bonsoir Ophélie. Bonsoir Alexandre. Et à vos côtés, Julie Soulard, demi-centre au RVHB. Bonsoir Julie. Bonsoir. Merci d'être avec nous, tous les quatre, ce soir. Mais avant de s'intéresser à l'actualité handball, un petit mot d'abord sur deux résultats basket, puisque l'on jouait mardi soir en Nationale 1 masculine. À domicile, salle Beau Séjour, les Sables Vendée Basket recevaient le leader Quimper. Défaite pour les hommes de François Sens qui s'incline 68 à 84. Le LSVB reste 11e. Et puis le Vendée Chaland Basket était lui aussi opposé à une formation bretonne. Face à Lorient, les Chalandais s'inclinent 95 à 90. Le groupe de Sébastien Lambert, vous le voyez, reste en 7e position. Retour sur les parquets dès demain, vendredi, pour les deux formations vendéennes. Les Sables iront jouer le centre fédéral. Chaland recevra Poissy. Et puis donc on s'intéresse à l'actualité handball ce soir avec La Roche-Vendée Handball qui réalise plutôt un bon début de saison. On va revenir sur ses premiers résultats. 6 rencontres, 4 victoires, un match nul, une défaite. Ophélie, racontez-nous quel est ce premier bilan après 6 journées disputées. Premier bilan un peu comme celui de l'an dernier, c'est-à-dire un peu en mode diesel, on va dire. Le premier match à domicile contre Côte-Basque où on se fait surprendre par la formation du Sud-Ouest, où on fait match nul et on arrache le match nul dans les 10 dernières secondes, si je dis pas de bêtises. Donc là, on peut se dire que c'est l'entrée en matière, mais ça, c'est connaître la Roche-le-Chouart. On est tout le temps comme ça, j'ai envie de dire. Après, Roche-le-Chouart, pour moi, on perd 2 points. Mais après, on a réussi à rebondir en allant chercher la victoire à Nantes un dimanche après-midi, dans un contexte un peu particulier. Et puis surtout, derrière, faire bonne figure à la maison contre Toulouse. Et là, c'était vraiment un match à aller chercher, un match important pour la suite. On a libéré quelques points, on a avancé beaucoup sur le projet de jeu. Donc là, depuis 15 jours, on était en mode trêve. On a bien travaillé, on s'est reposé aussi la semaine dernière où on a coupé. Donc on a hâte d'enchaîner les 3 derniers matchs de cette phase aller, en commençant par Floirac samedi. C'est ça, 3 matchs face à 3 promus, on va avoir l'occasion d'y revenir. Julie Soulard, vous, du point de vue du terrain, de votre poste de demi-centre, comment est-ce que vous voyez ces 6 premières rencontres ? Je pense que on a eu du mal à se mettre dedans. Maintenant, je pense que tout ça se rôde au fur et à mesure des entraînements. Comme l'a dit Ophélie, je pense qu'on est en mode diesel. On ne monte pas tout dès le départ, mais ça commence à se rôder et on arrive à sentir les petits coups, les joueuses les unes avec les autres. Et chaque entraînement font qu'on avance petit à petit et on va y arriver. Là, c'est important sur les 3 prochains matchs parce qu'il faut 3 victoires. Alors, on revoit des images de votre dernière rencontre avant cette trêve dont vous parliez, Ophélie, avec cette victoire 22-19 face à Toulouse. Vous parliez de ce groupe aussi, Julie. Alors, il n'a pas été aussi renouvelé qu'à l'intersaison précédente, parce que 50% de l'équipe avait changé. Il y a eu seulement très peu de mouvements. Sur quel profil vous avez essayé de vous baser, Ophélie, pour perfectionner un petit peu cette équipe ? Ouais, on a eu très peu de mouvements parce que l'année dernière, comme tu l'as dit, on a vu un gros chantier avec plus de 50% des collectifs qui avaient changé. Donc, on a gardé la même base que l'année dernière. Une grosse partie. On a ajouté, on avait des points clés à ajouter, notamment sur le poste de demi-centre avec le retour de Julie. Lise Lenosa qui était seule l'année dernière à ce poste-là, donc il fallait absolument qu'on puisse le doubler avec le retour de Julie. À l'aile droite, on voulait doubler aussi Lilou. Donc avec plutôt une profil de jeune joueuse, Jessica, qui a intégré le collectif. Et suite à la blessure de Lilou en fin de saison, c'était très important du coup de pouvoir avoir une gauchère. Donc c'était les postes notamment clés. Et on voulait aussi rapporter un peu de densité sur le poste d'arrière gauche.
où l'année dernière, on avait Joe et Rose, on avait peu de joueuses sur la base arrière l'an dernier. Donc on a été chercher déjà Astrid qui était au club il y a plusieurs saisons, Astrid Bouchière qui a été formée en partie au club. Et puis aussi on a été chercher Jeanne Lenozac, du coup la sœur de Lise, qui a eu un passage au Havre en D2, qui elle a un peu plus d'expérience et de maturité dans le jeu. Et donc voilà, on a essayé de bonifier avec un peu de jeunesse. On a intégré aussi des joueuses de moins de 17, mais surtout en ramenant des cadres et des joueuses avec de la maturité et de l'expérience comme Julie et Jeanne peuvent l'être. On a parlé aussi de ces premiers matchs donc cette saison, ce match nul sur la première journée face à Côte Basque. On a des images aussi de la 4e journée, donc cette défaite à domicile pour un petit point face à Rochechouart-Saint-Junien. On vous avait senti assez agacé en fin de match, Ophélie, notamment vous insistiez sur le fait qu'il y avait trop de fautes techniques, trop de pertes de balles. Est-ce que vous avez réussi à améliorer cet axe-là sur les derniers matchs ? Oui, forcément, quand on perd d'un but ou quand on fait match nul, je peux pas être contente. Mes émotions se lient sur mon visage. Oui, on avait ciblé ces points-là. On avait une vingtaine de pertes de balles par match depuis le début de saison et une bonne quinzaine d'échecs au tir, donc sur des tirs probables, donc des tirs à 6 mètres, des fins de montée de balles, ces choses-là. Donc on a essayé d'appuyer là-dessus sur les derniers, Toulouse par exemple et Nantes, où on a rectifié un peu le trait, même si c'est encore un peu trop élevé à mon goût. On a rappuyé aussi dessus là, sur la trêve, mais je pense que c'est avant tout un peu de stress, et c'est le côté très féminin, ça on pourra peut-être en parler avec Benoît, mais c'est un peu de stress, et puis aussi comme le disait Julie, on est en mode diesel, donc on n'est pas sûr de tout au départ, on a besoin d'avoir des vraies certitudes dans notre jeu, de créer les relations pour qu'après l'esprit se libère et que la technique puisse suivre, parce que on n'a pas de problème technique dans l'équipe, on a une capacité de produire un très gros jeu, et ça on le sait. Maintenant il faut qu'on puisse libérer l'aspect mental pour que le terrain puisse exister. Et il y avait aussi cet aspect dont on parlait, le fait de prendre ses responsabilités au niveau de l'attaque. Vous, Julie, qui a un petit peu ce rôle bien de meneuse de jeu poste de demi-centre, vous l'aviez senti aussi que parfois il y avait des shoots qui étaient à prendre et que ça tergiversait un petit peu trop? Oui, après, moi, c'est pas évident parce que je reviens, même si, je connais quand même la moitié de l'équipe, mais il y avait quand même la moitié qui était nouvelle. Il a fallu renouveler, il a fallu aussi essayer de trouver des petits mécanismes avec les arrières, avec les pivots que je connaissais pas. C'est vrai de retrouver le physique aussi personnellement, donc ça n'a pas été évident. Maintenant, plus ça va, plus j'avance et plus j'arrive à reprendre un petit peu le rôle de leader de cette attaque. Je pense que ça a été vraiment notre problème sur le début de saison. Je pense que l'attaque a été fébrile, vraiment au départ, et plus on avance et plus on prend conscience de notre problématique en attaque, donc on avance. C'est pas encore ce qu'on voudrait, mais on avance et on arrive à trouver ces petites relations à 2, à 3, et je pense que derrière ça sera bon pour la suite, quoi. Vous êtes aussi une enfant du club, vous, oui. Julie, donc formée lyonnaise déjà, formée au RVHB, puis vous êtes revenue au club donc en 2019, oui. Et puis revenue là après une petite année de pause. J'imagine, Ophélie, d'avoir le retour d'une cadre qui connaît bien le club, qui connaît bien aussi ce niveau, voire même les échelons au-dessus, c'est un vrai avantage. Oui, c'est un vrai avantage. J'ai joué avec Julie, donc je connais bien. C'est un vrai avantage déjà dans l'aspect maturité, puisque comme tu l'as cité, elle a connu les échelons supérieurs. Elle a une capacité à relativiser aussi. C'est pas sa première saison, elle en a un paquet sous le pied. Donc voilà, elle a une vraie expérience à apporter. Et puis aussi, j'ai envie de dire, son retour après son congé maternité, je pense qu'aussi, elle a la dalle. Donc c'est hyper intéressant. Elle a encore envie, après ces nombreuses saisons, de se la coller avec l'équipe, d'aller chercher les objectifs qu'on a envie d'aller chercher. Donc, que demander de mieux avec le retour de Julie au poste de demi-centre. Ouais. Bon, justement, la transition, on me le ferait sur un plateau. Mais objectif affiché, l'an dernier, vous nous disiez bien que ça allait être clairement la montée. Vous aviez terminé deuxième de votre poule l'an dernier. Ça s'était joué avec Bergerac, qui avait terminé première. L'objectif, il est vraiment clair, c'est d'aller chercher cette première place. Ouais, l'objectif, c'est de faire mieux. Donc, vu qu'on a fini deuxième, faire mieux, c'est être première. Mais on ne se prend pas la tête au sein du collectif en se disant il faut absolument qu'on finisse première. Non, on veut gagner tous les matchs. Donc si on gagne tous les matchs, par principe, on finira première à la fin de l'année. Mais la psychologie est très différente. On essaye de vouloir proposer le meilleur jeu possible et d'avancer dans la qualité de notre jeu, qui est un moyen pour après aller chercher les résultats. On est vraiment dans cette stratégie-là. Mais oui, l'objectif, c'est
en ayant terminé 2e l'année dernière, alors que personne ne nous attendait à cette place-là, hein, très clairement, il faut se le dire. Voilà, l'objectif, en ayant renforcé le collectif et en s'appuyant sur ce qui s'est passé l'an dernier, c'est vraiment d'aller chercher cette première place synonyme de montée en 2e division. Ouais. Et de poursuivre aussi sur ses atouts, notamment la défense. Vous aviez été 4e meilleure défense de tous les clubs de N1 confondus l'an dernier. C'est autour de ça que va se jouer potentiellement cette première place ? Bien sûr, tu regardes là, les 6 premières journées, on est 2e meilleure défense. Et on a joué des grosses équipes, donc prendre que 19 buts contre Toulouse qui descendent des 2, contre Rochechouart on en prend 22. Voilà, on est sûr de notre force en défense, on a vraiment des certitudes, on a vraiment avancé là-dessus l'an dernier. Maintenant, il faut qu'on arrive à être le rouleau compresseur qu'on aimerait être, donc défense et montée de balle, puisqu'on récupère beaucoup de ballons. Donc c'est là où on essaye de faire avancer à l'heure actuelle notre projet de jeu et d'être tonitruante sur ce secteur-là, puisqu'on sait nos forces et défensivement, on a vraiment acquis quelque chose l'an dernier. Et maintenant, on essaye d'aller chercher cette 2e phase qui est le jeu de transition et l'attaque placée. Mais on peut compter sur notre défense et c'est ce qui fait qu'on en est là sur le début de saison. Oui, on est en rodage en attaque placée. Par contre, en défense, tout va bien. Un petit mot pour terminer peut-être aussi sur ce calendrier. Donc ce week-end, déplacement face à l'une des équipes promues, Florac-Sénon. Il y aura ensuite la réception de Bléré et un déplacement à Saint-Loubès avant 6 semaines de pause, revenir au début du mois de janvier. Comment est-ce que vous abordez là, ces 3 rendez-vous, Ophélie, qui vont être très importants pour aller chercher des points ? Ouais, 3 rendez-vous vraiment ultra importants. On s'est donné l'objectif la semaine dernière d'aller chercher cette série de 3 sur 3, en démarrant d'abord par Florac. On a 2 déplacements compliqués dans la région bordelaise. C'est pas évident de se déplacer à Bordeaux. On sait l'ambiance et on sait ce qui peut se passer au niveau des tribunes et ça peut jouer sur le terrain. Et puis c'est 3 promus, donc 3 équipes qui n'ont rien à perdre concrètement contre nous. Donc ils vont jouer, je pense, très libérés. Donc voilà, on va essayer de les prendre un par un, mais on connaît l'importance de ces matchs-là. Et il faut surtout pas se dire qu'on joue contre des promus. Non, on joue contre une équipe de N1 et on va aller les chercher un par un, mais on sait que ça peut être compliqué, sachant qu'il y a la CAN sur le dernier match à Saint-Loubès et on aura des joueuses absentes puisqu'elles sont internationales. Donc voilà, mais d'abord Floirac et puis ensuite on pourra parler de Bléré et de Saint-Loubès. C'est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, Ophélie. On va reparler handball tout à l'heure, mais avant cela, on va parler prépa mentale. Avec notre expert, notre coach prépa mental, Benoît Pinault. Aujourd'hui, Benoît, on va parler de la récupération. Et oui, on parlait de récup, on en a parlé déjà en préambule. Et effectivement, selon la science, c'est surtout l'élément le plus important quand on cherche à atteindre une performance à long terme. Donc, on va féliciter d'ailleurs ce joueur que l'on va voir à l'image, qui n'hésite pas à prendre quelques secondes de repos en plein match pour justement favoriser sa récupération. Alors, quand on parle de récup, on parle surtout de sommeil. J'insiste là-dessus parce qu'un sommeil dégradé, en fait, engendre bien des désagréments physiques et mentaux. Et négliger son sommeil, c'est d'une violence inouïe quand on espère atteindre une performance. Justement, comment est-ce que ça se manifeste, ces manques du sommeil ? Il y a plusieurs impacts. Le premier, tout simplement, pour toute personne qui ne respecte pas son sommeil, déjà, c'est la nutrition qui va en prendre un coup et on va notamment avoir des baisses des diminutions de poids. On pense là à notre président Emmanuel Macron qui déclare dormir à peu près que 3 heures par nuit. Alors on imagine bien le stress de la fonction. Et le stress, justement, va engendrer une production d'adrénaline, de cortisol, qui aide à se maintenir éveillé, mais aussi brûle des graisses. Donc si on veut savoir si nos présidents sont stressés, on va tout simplement regarder leur courbe de poids et on a une petite idée de leur niveau de stress. Et on avait notamment François Hollande qui était peut-être sur une courbe un peu moins stressée. Je pense d'ailleurs à nos marins du Vendée Globe qui vont s'élancer. Ils reviennent rarement en surcharge de poids. Et c'est pas lié au régime alimentaire, puisqu'on calcule bien leur ration par rapport à leurs besoins énergétiques. Et non, s'ils perdent du poids, c'est précisément à cause de ce phénomène, de ce manque de sommeil. Le deuxième impact qu'on a, c'est la dégradation cognitive aussi. Le temps de réaction, la difficulté à garder de la lucidité, et puis des sautes d'humeur. Et enfin, le troisième, ça va être des pépins physiques qui vont s'accumuler. Je parle vraiment de blessures. Et Roger Federer, à ce titre-là, il expliquait que lui, qui a quand même gagné 20 titres du Grand Chelem, il disait que s'il dormait pas 11 à 12 heures par jour, c'était pas suffisant. Et que s'il n'avait pas autant de sommeil, alors il se blessait. Donc ça paraît beaucoup, mais effectivement, un sportif qui dort 5 heures par nuit a 4,5 fois plus de chances de se blesser.
Et le risque majeur, en fait, c'est aussi le risque de burn-out qui arrive pour 25% des sportifs qui dorment moins de 7 heures. Et pourtant, 7 heures, on pense que c'est pas mal. Et cet impact, on l'a aussi même en rédaction. En ce moment, les journalistes de TV Vendée sont à fond sur le Vendée Globe et on voit bien que dans les salles de réaction, voilà, ça commence à être... Ça pique un peu du nez, quoi. C'est ça. Ça commence à piquer un peu. Heureusement que vivement que le Vendée Globe se démarre. Alors on va regarder ensemble comment fonctionne le cycle du sommeil. On va regarder l'animation en images, puisque le sommeil, on en parle, enfin, on sait qu'il y a plusieurs phases. Et quand on parle de récupération, on a surtout une phase qui est très importante. C'est la 3e phase qu'on appelle le sommeil lent profond. Et pourquoi c'est super important dans cette phase-là ? Eh bien, c'est dans cette phase qu'on va avoir une production des hormones de croissance qui justement sont responsables en fait de tout le système de récupération. On va avoir aussi l'ensemble des muscles qui vont se détendre totalement. On a aussi un renforcement du système immunitaire et puis la mémoire se consolide. Donc là, on a vraiment besoin d'aller chercher cette phase-là. Et vous voyez, un cycle complet de sommeil, c'est à peu près 60 à 120 minutes selon les individus. Et cette phase-là, avant d'y arriver, il faut souvent 20-30 minutes pour y aller. Et puis c'est là où la mémoire se consolide, on l'a dit, donc, Benoît. Et puis les marins aussi, ils ont un rythme très très particulier. Alors là, oui, parce qu'on cherche une performance, donc effectivement, ils ne peuvent pas se contenter de faire des nuits de 8 heures. On va écouter justement ce qu'en dit Amaury Guérin au micro de Mathis Pires. On ne va pas faire de nuit complète de 8 heures comme on peut faire à terre, mais plutôt plein de petites siestes enchaînées à la suite pour pouvoir récupérer durablement sur les 80 jours du Vendée Globe. Donc ils vont faire des siestes qui peuvent monter à 45 minutes ou même plus. Pendant le Vendée Globe, quand ils sont loin des côtes, ils peuvent monter à plus de 45 minutes. Et ils vont enchaîner ces siestes plusieurs fois par jour pour au moins atteindre au minimum 4 heures de sommeil par jour. Et donc, ils vont pousser leurs limites là, pendant 3 mois de course. C'est vraiment pour accomplir une performance. C'est pas une croisière, Vendée Globe. Et les marins, donc, ça se traîne à ce rythme particulier. Donc, ils vont graduellement quand même grignoter sur leur capital sommeil. Et certains vont mettre des mois à s'en remettre à leur retour. Mais ce qu'ils essayent de faire, c'est de s'endormir rapidement et d'aller aussi, ils se sont conditionnés à aller justement chercher cette fameuse phase de sommeil lent profond rapidement. Et puis, justement, faire des siestes, c'est multiplier le nombre de cycles pour essayer d'avoir au total un nombre de temps dans cette phase important sur 24 heures. Et puis pour les sportifs qui ne sont pas, eux, concernés par la course au large, comment est-ce que ça se passe ? Eh bien, la même chose, c'est de répéter le nombre de cycles. Par exemple, Cristiano Ronaldo, il a un rituel assez particulier du sommeil. Il dort 6 fois 1h30 sur 24 heures. En fait, en gros, il fait 6 siestes d'1h30 sur 24 heures. Est-ce qu'on a quand même la bonne durée pour un sportif ? Oui, on peut avoir des bonnes durées. C'est plutôt en général entre 7 et 9 heures pour avoir un sommeil suffisant. Et si vous faites des sports qui nécessitent de l'endurance, c'est même plutôt 10 heures. On a eu une étude qui a été déroulée en NBA avec l'université de Stanford sur les basketteurs. Ils leur ont demandé de n'absolument rien changer sur leur entraînement, sauf de respecter 10 heures de sommeil minimum. Et au bout de 5 semaines, leur performance, c'est-à-dire la vitesse, l'habileté, mais aussi en fait le bien-être global, tout ça s'est amélioré d'une manière très, très forte, c'est-à-dire au moins 10% de progression sur la vitesse, sur l'adresse, etc. Donc c'est absolument pas négligeable. LeBron James, par exemple, lui, il dort en général plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il dort une demi-journée dans la journée en plus, il fait des siestes. En fait, il va dormir de 8h30 à midi et demi en général, alors qu'il a des matchs la veille. Et puis, on a aussi Usain Bolt, juste avant de battre son record du monde, une demi-heure avant, il est en train de dormir. Vous voyez, on a des phases importantes. Très rapidement, Benoît, quelques conseils en reprenant votre souffle tranquillement, et quelques petits conseils, justement, vous en aviez pour nous ce soir. Oui, très simplement. Alors, si vous faites du sport le soir, laissez 2 heures entre l'entraînement ou un match et l'endormissement. Ça ne sert à rien de le faire avant. Le soir, mangez plutôt des fruits secs, de la viande blanche. On va prendre des douches froides juste après le sport. Là, c'est pour diminuer la température corporelle. Et pareil, la température de la chambre, c'est pas plus de 18 degrés. Bien sûr, les sources lumineuses, on va aussi les diminuer. Pas de téléphone, pas d'écran, c'est encore pire. Et puis, un volume d'heures suffisant et régulier, même le week-end, quand on fait la fête, c'est pas forcément bon. Et puis sinon, si vous voulez vous endormir rapidement, il y a la méthode Alexandre qui marche pas mal. On a quelques images, apparemment. On a quelques images.
Voilà, après une bonne journée. Merci beaucoup. Ça, c'est radical. Merci beaucoup, Benoît. Donc, il faudra aussi prendre du temps de repos après l'entraînement, notamment ce soir. Donc, un peu de vidéo entraînement. C'est pour ça qu'on va vous libérer, Julie et Ophélie. Merci beaucoup d'être venus nous voir. Et puis, on espère des bons résultats pour cette saison. On sera là encore pour vous suivre, évidemment, tout au long de ces prochains mois. Mais au programme aussi ce week-end, donc, il y a ce match pour le RVHB du côté de Floirac-Sénon. Mais dans les autres rendez-vous, on va commencer avec du football. Tout d'abord, sur les terrains de Division 3 féminine, les Ornésiennes de l'ESO retrouvent le championnat pour cette 6e journée. Match face à Longevik dimanche à 13h à Saint-André-d'Ornay. En National 2, derby vendéen au programme entre le Vendée Poire et Foot et les Herbiers à 19h demain soir. Dans le même temps, la Roche VF se déplacera sur le terrain de Poitiers. Du foot également samedi soir en National 3 à 18h, Fontenay-le-Comte reçoit Vertou. Chalon accueille Sablé-sur-Sarthe et puis à 19h, les garçons de l'ESO joueront face à Rennes. La Châtaigneraie ira pour sa part à Choret. Sur les parquets de basket, on en parlait, place à l'avant-dernière journée de la phase allée de National 1 masculine. Chalon affrontera Poissy. Et puis l'autre formation vendéenne, celle des Sables d'Olonne, ira défier à l'extérieur le Centre Fédéral. Samedi soir, toujours en basket, le Montaigu Vendée Basket reçoit le Garonne Avenir Basket du Marmandais à 20h, donc samedi soir à Montaigu Vendée. Puis on termine cette première partie en National 2 chez les féminines. Les espoirs de La Roche Vendée Basket défieront Basketland. Les espoirs là aussi pour la 7e journée samedi à 17h15 à la Halle des Sports des Oudéries. Et puis du foot, du basket, mais le grand événement de ce week-end et de cette fin d'année 2024, c'est bien évidemment dimanche du côté des Sables d'Olonne. Ce jeudi, à l'heure où je vous parle, on est à plus ou moins 66 heures du grand départ, 13h02 ce dimanche pour la 10e édition du Vendée Globe. L'occasion de vous parler du dispositif exceptionnel qui est mis en place sur la chaîne tout au long de cette journée du 10 novembre. Une émission à suivre à partir de 7h30 coproduite avec Ouest France et Voiles et Voiliers. Nous serons partout sur les pontons, en mer, dans le chenal pour vous faire vivre ce moment exceptionnel. Et puisque l'on parle de l'actualité de la course au large, à quelques jours du départ, les skippers peaufinaient encore cette semaine leur préparation, notamment du point de vue de la météo. Nous avons passé un moment avec Johan Richaume, le skipper d'Aprec Arkea. Extrait. C'est le facteur X, celui qui peut tout faire basculer. La météo, sa lecture, son analyse font souvent figure de juge de paix sur un Vendée Globe. Au quotidien, à bord, c'est toute une routine que les skippers doivent appréhender, seuls, dans leur cockpit, pour définir la meilleure route à suivre. Les fichiers météo, on les récupère 2 fois par jour, en gros. Ils sortent aux alentours de 7h du matin et 7h du soir. On prend principalement le modèle européen et le modèle américain pour les comparer. Et donc on va faire tourner, comme ici, des routages. Cette petite routine, elle peut nous prendre entre, on va dire, 30 minutes au minimum et 2-3 heures faciles par cycle de réception de fichiers. Parmi les 40 skippers au départ, Johan Richaume sur Paprec Arkea figure parmi les meilleurs dans l'exercice de l'analyse météo. Le vainqueur cette saison de la Transat CIC le sait, chaque option prise peut faire ou défaire la course. On est tout le temps dans un choix permanent de rythme, de choix de voile, de trajectoire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est rarement comme ça à terre. On a rarement autant de choix permanents et importants à faire. Voilà pour ce reportage à retrouver dès à présent sur le site de tvvendée.fr. Et du côté de nos invités de la Roche Vendée Handball, après Ophélie Charbonneau, Julie Soulard, on a le plaisir de vous accueillir Joël Soulard, président de la Roche Vendée Handball. Bonsoir. Bonsoir. On regardait justement cet extrait du reportage sur le Vendée Globe. Passionné de voile ? Passionné, pas forcément, mais qui s'intéresse à la voile et surtout qui s'intéresse au Vendée Globe. J'ai vu 2 départs du Vendée Globe sur l'eau. Dans des années qui étaient plus perturbées au niveau de la météo que cette année. Je pense que ça va être un peu plus tranquille cette année, mais il y a eu des départs qui ont été un peu mouvementés. Notamment dans le départ en 2000 qui avait été reporté, c'était peut-être celui-ci dont vous parliez, Joël. Si on reparle du hand, on avait un petit peu terminé en parlant de ses objectifs pour cette saison, notamment d'accéder à l'échelon supérieur, à la D2. C'est vraiment l'objectif. Joël, comment est-ce qu'on se prépare peut-être à un tel objectif ? Alors oui, c'est l'objectif. C'est l'objectif qui est affiché et avec des ambitions qui vont même à plus long terme au-delà de la D2 parce que je pense qu'il faut avoir des ambitions dans un club.
Si on n'a pas d'ambition, on ne bougera pas. Donc est-ce qu'on réalisera toutes nos ambitions dans les temps qu'on s'est donnés? Peut-être pas, mais on a des ambitions importantes, oui. Alors on structure depuis 1 an le club, que ce soit au niveau sportif, mais surtout au niveau administratif, au niveau économique, partenariat. Et puis on est aidé, je crois que je l'avais dit sur cette antenne il y a 3-4 ans peut-être. On est aidé, il va nous rejoindre par quelqu'un qui a été directeur et entraîneur du Paris 92 pendant 7-8 ans, qui a été directeur du Paris Volley pendant 3 ans, Arnaud Gandet, et donc qui va s'installer en Vendée cette année. C'est ça, il avait le projet de s'installer après les Jeux Olympiques. Voilà, et donc là c'est fait, il a acheté sa maison, et depuis 3-4 ans, il travaille avec nous, et il nous fait avancer dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'il vous apporte, justement, comme expertise? Il apporte sa connaissance. Il apporte aussi pas mal d'idées pour répondre à des appels à projets, pour trouver des financements, pour développer le club. Et puis, j'espère qu'il nous apportera encore plus une fois qu'il sera là à plein temps. Justement, on parle aussi de la situation économique, aussi financière des clubs. Comment est-ce que ça se passe du côté de La Roche-Vendée Handball? Parce qu'il y a notamment cet exemple avec les Neptunes de Nantes. Cet été, vous vouliez peut-être en parler aussi, Baptiste? Ouais, je voulais aborder l'aspect partenariat privé. Surtout, on sait que c'est un peu le nerf de la guerre, peu importe les associations sportives. Est-ce que vous avez un plan d'action, une stratégie particulière pour vous différencier des autres associations sur le territoire? On sait qu'elles sont nombreuses. Alors, déjà, on a recruté depuis plus d'1 an maintenant un salarié en charge du partenariat. Alors, on s'est pas trop trompé parce qu'on a pris quelqu'un qui a fait ça pendant plus de 20 ans au club de rugby de La Roche-sur-Yon. Donc, il connaît le territoire, et il a des relations, donc ça nous a fait avancer. On peut le citer peut-être d'ailleurs? Oui, c'est Xavier Renaud qui était au club de rugby, qui avait arrêté au rugby et puis qui s'est relancé sur le handball. Et puis on restructure avec des chefs d'entreprise, notamment avec Pierre-Jean Fréville, qui est le père de Juliette Fréville, mais qui joue au club. Mais avant d'être le père de Juliette, il est aussi chef d'entreprise chez Vinci, sur une des filiales de Vinci. Et puis avec Emmanuel Pelot, l'architecte qui fait partie de nos partenaires, eh bien, ils ont pris en charge la commission partenariat tous les deux. Parce que moi, ce que j'ai dit à un moment, c'est que le milieu de l'entreprise, c'est un milieu particulier. Et les dirigeants associatifs, qui sont enseignants comme moi, ils n'ont pas les codes de l'entreprise. Et je pense qu'il faut avoir des gens qui ont les codes pour pouvoir discuter entre chefs d'entreprise pour participer au financement des clubs. Alors au niveau sportif, si on le rappelle, on parle souvent de l'équipe première donc de La Roche-Vendée Handball, mais il y a aussi d'autres équipes. Comment est-ce que se portent ces autres formations au sein du club? Alors plutôt bien, je pense qu'on arrive en nombre de licenciés à un plafond, puisqu'on était 448 l'année dernière, à peu près 450. Qu'en termes de créneaux de salle, de salariés pour entraîner, on est vraiment au maximum. Et comme on ne veut pas faire n'importe quoi, je pense qu'on est un peu à une limite. Maintenant, c'est aussi bon signe, ça veut dire que le handball se porte bien. Après, je reviens aussi sur le projet du club. Et au-delà de l'équipe 1, on a beaucoup travaillé le projet. Et plus qu'un club de sport, je pense qu'on se définit comme étant une association à but sportif. Et qu'on est alors notre slogan, c'est un club à impact positif. Ça veut dire quoi, un club à impact positif? Ça veut dire être au service de son territoire. Et on a développé 4 piliers. Donc un pilier social, un pilier environnemental, un pilier économique et un pilier sportif. Et c'est les 3 premiers piliers qui font avancer le pilier sportif. Et puis on salue aussi l'équipe loisir. Je crois que vous êtes toujours en recherche de joueurs pour cet entraînement qui a lieu le jeudi soir, dans quelques minutes, 21h15 à 22h55. Oui, alors le loisir c'est particulier, il y a l'entraînement, puis il y a surtout l'après-entraînement. Et l'entraînement, c'est même plus des entraînements, parce qu'en général ils font des matchs contre un autre club, et puis ils partagent ensemble une petite collation qui est des fois un peu plus qu'une collation. Alors je pense que c'est pour les
les joueurs qui ont un certain âge, qui sont passionnés de handball, qui ont joué, qui ont eu une carrière et puis qui ont envie toujours de jouer, de se retrouver. Donc c'est vrai qu'on recherche des joueurs. Hein. On a notre équipe, mais ça manque peut-être aussi de femmes, puisqu'il y a plus d'hommes que de femmes, et c'est mix, le loisir. Donc celles qui ont envie de jouer, qu'elles n'hésitent pas, qu'elles rejoignent le club de La Roche. Ben voilà, le message est passé, en tout cas par le président de La Roche Vendée Handball, Joël Solar. Merci beaucoup Joël. Et puis pour conclure cette émission, on va parler cette fois ballon rond. Avec vous, Baptiste Brossard, notre expert football dans 85 chrono. Vous vouliez revenir notamment sur le derby qui avait lieu la semaine dernière. Et puis Benoît a fait une chronique qui pourrait rentrer dans la thématique de la rencontre, malheureusement. Question de sommeil. Malheureusement, on est tombé sur une rencontre un peu morne, on va dire, où il ne s'est pas passé grand-chose entre deux équipes qui réalisent un début de saison compliqué, que ce soit La Roche ou le Poiré. Deux équipes qui étaient en besoin de points, et surtout le Poiré, ça s'est vu parce que malgré l'ouverture du score très très rapide, derrière la décision elle avait été prise de mettre un bloc bas du côté genou et de laisser La Roche faire le jeu, ce qui peut s'entendre parce que la réalité c'est que La Roche a des ambitions et elle les a encore malgré sa situation qui est, on en reparlera au niveau comptable, préoccupante, presque urgente. Mais oui, une rencontre terne en termes d'occasion. La Roche n'a jamais réussi à vraiment déséquilibrer le bloc du Poiré. Et on peut parler d'inquiétude parce que La Roche risque de rencontrer beaucoup d'équipes comme ceux-là qui vont venir à Desgranges avec cette volonté de laisser La Roche prendre ses responsabilités, parce que c'est une équipe qui a clairement annoncé qu'elle voulait être dans la partie haute du tableau, et malheureusement elle se retrouve dans la partie basse. Elle a un rendez-vous à l'extérieur ce week-end face à Poitiers qui est selon moi très, très important pour raccrocher très vite le wagon, ce wagon du milieu haut de tableau, et sortir de cette zone qui est très inconfortable pour une équipe et un staff et des joueurs qui je pense n'ont pas du tout envie d'être là. Côté genou, c'est un bon point de prix, ça met un terme à une série, si je ne dis pas de bêtises, de 4 défaites d'affilée en championnat. On a vu un groupe solidaire, on a vu un groupe qui, je pense, ne va pas lâcher, et on va retrouver, je pense, cette solidarité demain soir face aux Herbiers. C'est un match important pour avancer. Mine de rien, c'est un calendrier pas simple pour le Poiré, encore une fois, où on enchaîne La Roche, les Herbiers, puis Bordeaux mercredi, un match en retard, des grosses écuries de la poule. 2 rencontres à domicile qui doivent permettre aux Genoux de prendre des points et de pourquoi pas se remplacer et repasser devant Grandville qui est avant-dernier. Côté Arbre-Terre, on va y venir rapidement, c'est la situation très positive en termes comptables. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 5 ou 6 victoires d'affilée en championnat, une dernière victoire 5-1 face à Locminé. Ils se sont replacés donc dans le haut de tableau. La seule mauvaise nouvelle, c'est Jérémy Billy qui s'est gravement blessé et qu'on ne devrait pas retrouver sur les terrains de la saison, si je ne dis pas de bêtises. Voilà du côté Arbre-Terre, un derby demain qui, je pense, sera peut-être plus ouvert que la semaine dernière, où je pense que les Herbiers vont venir avec beaucoup d'intention. Et puis, encore une fois, le championnat est très dense. En revanche, on parlait de montée en début de saison pour potentiellement les Herbiers ou La Roche. On a une équipe qui n'attend personne, c'est Saint-Malo qui est donc largement premier, on peut le dire, avec 23 points en 7 journées. C'est plus de 2,5 points de moyenne. À ce niveau-là, c'est très très fort. Et rapidement, je me dépêche. On n'aura pas le temps malheureusement. On n'aura pas le temps pour parler de la Coupe de France. Eh ben, le petit poussé qui joue à la Châtaignière samedi prochain. Voilà. C'est ça. N'hésitez pas à aller les voir, la Jaudonnière. On aura l'occasion de reparler justement de ce prochain tour de la Coupe de France qui aura lieu le week-end prochain. Avant cela, d'autres rendez-vous rapidement à l'agenda du week-end en ring hockey. Tout d'abord, double programmation. La Vendéenne recevra Ploufragan à l'Angelmière samedi soir, et puis le Poiré Roller accueillera lui la formation de Lyon pour cette 4e journée de N1 Élite. En tennis, coup d'envoi de la Pro A Dame, le plus haut niveau national par équipe. Le tennis Entente Lyonnaise recevra le tennis club du 16e dimanche matin à partir de 10h au complexe des Terres Noires. Tout autre contexte et toute autre discipline ce
week-end. Dimanche ou lundi, selon les conditions météo, place au Sauzet Contest, compétition de surf, longboard, shortboard et body à suivre à Bretignolles-sur-Mer. Et puis on reste dans l'univers marin avec un rendez-vous à terre. Cependant, en course à pied, place au trail de Barbâtre pour ce lundi 11 novembre et ce week-end prolongé, 3 distances au choix. Second rendez-vous, c'est celui du cross et de la marche nordique des Terres Noires. Là aussi, rendez-vous ce lundi 11 novembre au matin à partir de 9h. Et puis enfin, je vous le disais tout à l'heure, on vous le rappelle, l'événement du week-end, c'est le top départ du Vendée Globe 2024 ce dimanche 10 novembre. Les 40 IMOCA de la flotte s'élanceront à 13h02 très précisément. Un événement à suivre en direct et en intégralité, bien sûr, sur TV Vendée à partir de 7h30. Messieurs, on n'aura pas le temps pour le quiz de ce soir. Je le garde bien au chaud pour la prochaine fois. Merci beaucoup, Joël Soulard, d'être venu nous voir sur cette émission. Merci. Bonne suite de saison à vous et au club. Et puis je donne rendez-vous à tout le monde le 16 novembre, puisque l'équipe jouera à domicile. Et ce sera la soirée 8, donc si vous voulez voir du hand et manger des huîtres, n'hésitez pas. Effectivement, pour la 8e journée face à Bléré. Merci beaucoup Joël, merci beaucoup. Benoît Pinault. Bonne nuit. Bonne nuit, c'est ça. Bon, encore un petit peu de temps, mais effectivement, on va pas tarder à aller se coucher. Faut pas tarder. Pour être en forme dimanche. Merci beaucoup Baptiste. Merci Alexandre. On se revoit très vite, notamment on parlera Coupe de France dès la semaine plaisir. prochaine. Rendez-vous dimanche donc pour le grand départ du Vendée Globe, 7h30 sur TV Vendée. Salut à tous.